Mesdames, Messieurs, en route pour notre grand voyage hebdomadaire, cette semaine, à l'occasion des Journées du patrimoine, j'espère que vous êtes au courant, on vous propose une immersion dans la culture française. Mais, à la façon de cette séquence-là, c'est un monde, à savoir comment notre patrimoine est perçu aux quatre coins du monde. Les artistes français, par exemple, ont-ils la cote à l'étranger? Notre culture dépasse-t-elle nos frontières? Si oui, dans quel domaine? C'est ce que nous avons demandé à nos correspondants du jour et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour cette visite, voici nos quatre guides du jour. Sylvain Lepetit, c'est notre correspondant aux Émirats Arabes Unis. En haut à gauche, nous retrouvons Dominique Berdac à Moscou, en haut à droite, Amaury Guibert en bas à gauche, qui vous donne rendez-vous à Berlin, et enfin Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi. Alors, direction tout de suite Abu Dhabi. Et aux Émirats Arabes Unis, vous allez voir qu'on ne fait pas les choses à moitié. Le pays s'est offert, vous me direz, ils ont les moyens, une petite folie architecturale. Construire un musée du Louvre à cheval entre la mer et le désert. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondant sur place, Sylvain Lepetit. Alors, avant de commencer la visite, Sylvain, est-ce qu'on peut parler d'un bâtiment hors norme? Bonjour. En effet, c'est un chantier pharaonique qui est en train de s'achever. Regardez cette coupole qui se trouve derrière moi, elle a été imaginée par Jean Nouvel. Elle pèse plus de 7500 tonnes, c'est-à-dire autant que la Tour Eiffel. Une prouesse technique que je vous propose de découvrir avec les équipes franco-émiriennes en charge de ce projet. Depuis plus de 7 ans, 5000 travailleurs se relaient jour et nuit, par des températures qui dépassent parfois les 50 degrés pendant l'été. Le Français, Manuel Rabaté, sera en charge des futures collections. Et à chaque visite, c'est le même émerveillement. Là, c'est le moment magique où on voit la réalité du dôme qu'a dessiné Jean Nouvel et les effets de lumière qui changent de minute en minute. À chaque moment de la journée, c'est différent. C'est cette pluie de lumière, formée par les rayons du soleil, filtrés à travers la coupole, qui a séduit les autorités émiriennes. Elles ont dépensé plus d'1 milliard d'euros pour ce musée. La directrice du programme, Issa Al-Dahéri, en est convaincue. Ce bâtiment sera un des chefs-d'œuvre architectural de la région. Ce qui est vraiment incroyable avec Jean Nouvel, c'est sa capacité à être influencé par la région. Si vous regardez le bâtiment et vous prenez la pluie de lumière par exemple, c'est directement inspiré par la lumière de nos palmeraies que nous avons ici aux Émirats. Cette coupole de 180 mètres de diamètre est composée de 7850 étoiles d'acier inoxydable. Les plus lourdes pèsent plus d'1 tonne et se superposent en 8 couches successives. Rien que le montage du dôme a pris 2 ans. Maintenant, nouveau défi. Le musée va être progressivement immergé pour devenir directement accessible en bateau. Un quai pour les yachts des VIP a même été prévu. Les visiteurs pourront venir observer les collections prêtées par la France. En tout, 300 œuvres qui resteront ici pendant 3 ans en moyenne, dans des salles climatisées. Donc ça, c'est l'écrin de la belle ferronnière de Léonard de Vinci. Et donc, on est à un niveau de protection absolu. Je ne peux évidemment pas entrer dans tous les détails, mais depuis plusieurs années, nous préparons un niveau de qualité irréprochable. La belle ferronnière de Léonard de Vinci, ou encore des sculptures prêtées par le Louvre. Mais aussi des Manet, Monet ou Van Gogh. Car tous les grands musées français participeront à cet échange. Un moyen de faire rayonner la culture française dans le monde. C'est important pour la France parce que c'est une valorisation de son savoir-faire. C'est important pour la France parce que ce sont aussi des lieux et des civilisations qui dialoguent avec elle. C'est important pour la France pour ce qu'elle est aujourd'hui, pour son identité. Et c'est important dans cette mondialisation d'être capable de démontrer que la France peut travailler avec d'autres partenaires, peut apporter, peut transmettre. Le Louvre d'Abu Dhabi devrait ouvrir ses portes l'année prochaine. Avec l'aide de la France, les autorités espèrent attirer des millions de visiteurs et transformer la capitale des Émirats en destination culturelle. On y reviendra d'ici le mois de mars 2017. Ça fera une belle maison de vacances pour la Joconde. Hein. Merci Sylvain, à bientôt.
Pour la suite du voyage, direction Moscou maintenant, parce que s'il y a bien un pays où la culture française est à la mode, l'été, l'est toujours, c'est la Russie. Et là-bas, certains de nos monuments, vous mettez des guillemets à monuments, certains de nos monuments sont très appréciés du public, mais pas n'importe lesquels, les monuments de la chanson française, s'il vous plaît. Alors Dominique Derda, qui est sur place, plus généralement, Dominique, ça date pas d'hier, cet engouement des Russes pour notre culture. Bonjour. Non, bonjour William. Non, elle est longue. Vous savez, William, la liste des chanteurs français populaires en Russie, ça commence par Edith Piaf, que tous les Russes connaissent. Et puis il y a Charles Aznavour et Joe Dassin, qu'on entend encore très régulièrement ici à la radio. Patricia Cass, qui a fait de nombreuses tournées à Moscou et puis en province aussi. Mais la plus célèbre de toutes, la plus importante, celle qui est la plus fidèle à la Russie, c'est bien évidemment Mireille Mathieu, qui est une véritable star ici en Russie. Mais avant de partir à sa rencontre, je vous propose de nous suivre dans un petit restaurant de Moscou et de faire la connaissance de quelqu'un dont le nom ne vous dit sans doute rien. Il se fait appeler Gégé de Montmartre et Gégé, vous allez le voir ici, lui aussi, c'est une vedette. Les soirs d'été à Moscou, on entend parfois des airs familiers. Ouais, c'est parti. Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Son visage et son nom ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais Gégé de Montmartre est une figure des nuits moscovites. Un ambassadeur de cette légèreté à la française qui plaît tant aux Russes. Elle m'a dit d'aller, c'était là-haut sur la colline. C'est la France, c'est Paris, c'est mon âme, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, oui. De son vrai nom, il s'appelle Gérard de Philippi et il est né à Grenoble. Cela fait 20 ans qu'il se partage entre la France et la Russie et il a des idées bien arrêtées sur ce qui rapproche et ce qui sépare nos deux pays. Les Russes ont de l'amour pour les Français et les Français ne donnent en contrepartie pas grand-chose. Toujours c'est négatif, il y a très peu de positif. De l'amour, elle en donne au moins autant qu'elle en reçoit. Et ça fait presque un demi-siècle que ça dure. Mireille Mathieu est une star en Russie et quand elle se produit sur la place rouge, aujourd'hui encore, elle fait un triomphe. C'est formidable! Le 22 juillet dernier, Vladimir Poutine lui a même souhaité son anniversaire. C'est toujours une émotion, Mireille, de chanter sur la place rouge. Ah oui, vous voyez, je suis très émotionnée avec ce public extraordinaire. C'est un moment superbe. Vous avez pu constater que c'est émouvant, c'est ce public. On est porté par le public, l'orchestre, tous ces musiciens. À la cour du tsar, déjà la noblesse parlait notre langue. La France, depuis toujours, tient une place particulière dans le cœur des Russes. Du soir d'été, où l'on a évoqué tant de choses. Pour s'en convaincre, il suffit d'assister à une répétition du chœur Georges Brassens, fondé il y a 27 ans par Alexandre Avanessov. La valse de soir d'été nous a emportés. Dans la nuit de Saint-Pétersbourg, nous avons dansé. De Pouchkine jusqu'à nos jours, c'est toujours été entremêlé, quoi. C'est toujours un échange de culture, tout ça. C'est entré en nous sans qu'on s'en rende compte. On ne peut pas expliquer ça. Quels que soient les soubresauts de l'histoire, les tensions, ce lien entre nos deux peuples ne s'est jamais rompu. C'est tendre, cette chorale-là. Dominique, on a aperçu ma Mireille dans votre reportage et vous disiez que ça fait presque 50 ans qu'elle se produit en Russie. 50 ans? Oui, bientôt. La première fois, William, que Mireille Mathieu est venue à Moscou, c'était, tenez-vous bien, sous Brejnev en 1967. Vous voyez que ça fait un moment. Cette année, c'est la 8e année consécutive qu'elle était l'invitée d'honneur du Festival des musiques militaires qui s'est déroulé il y a quelques jours derrière moi sur la place rouge. Et à cette occasion, elle nous a confié que pour fêter son demi-siècle d'histoire d'amour ininterrompu avec la Russie,
Mireille Mathieu prépare pour le printemps prochain un grand concert qui aura lieu ici et qui, à n'en pas douter, attirera beaucoup de monde. D'ailleurs, vous savez, Mireille Mathieu est une téléspectatrice fidèle de Télématin et elle a tenu, lorsque nous nous sommes rencontrés, à vous adresser à vous, William, un petit message d'amitié en russe que je vous propose d'écouter. Ah, je voudrais dire Добрый день, William. Спасибо, большое спасибо. Я обожаю, ça veut dire je vous adore. Ben, merci. Alors, vous remercierez ma petite Mireille que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, à très bientôt. Alors, petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que la culture française s'exporte aussi et surtout presque grâce à Internet. Alors Julia, est-ce qu'on peut dire que le net est devenu notre meilleure vitrine, oui ? Oui, on peut dire ça et on peut dire aussi que les musées l'ont très très bien compris. Les musées français sont extrêmement présents sur la toile qui participe au rayonnement culturel de la France au-delà des frontières. Aujourd'hui, 75% des musées ont une véritable et belle identité culturelle virtuelle. Ça, c'est très important. Le champion du monde, William, toute catégorie, vous le voyez là, c'est le musée du Louvre. Depuis 2009, ce musée développe une démarche extrêmement active sur les réseaux sociaux. 14 comptes, plus de 4 millions d'abonnés. Ça fait de lui le musée le plus suivi au monde sur Facebook. Donc au monde, ça veut dire devant le MoMA, devant le Metropolitan Museum, et c'est un sacré record. Vous avez plusieurs comptes que vous allez pouvoir retrouver sur lesquels, évidemment, la démarche du Louvre, c'est de parler de ses œuvres, d'histoire des arts, de raconter les journées au musée lorsque le musée est fermé, et toutes sortes de choses comme ça. Vous avez un autre site, sinon, pour les autres musées nationaux, qui s'appelle Images d'art, et là, celui-ci, vraiment, il va viser à permettre au monde entier de découvrir et de collectionner des images, des collections, des œuvres qui sont disponibles dans tous les musées français. On va les retrouver là, disponibles à l'international. Et c'est très bien vu aussi pour développer, comme on le disait, cette culture à la française à l'étranger. Et sinon, il y a d'autres domaines où la culture française est très présente sur la toile ? Alors sur la toile, il y a d'autres choses qu'on va trouver, notamment en matière de télévision, William. France Télévisions, par exemple, et TV5 Monde, on l'a dit, vont rendre indispensable et vraiment disponible tous ces programmes, 800 programmes en tout. Vous avez un petit onglet visible et disponible à l'étranger et on va y retrouver tous les journaux télévisés, les magazines culturels, les magazines de télévision et de divertissement. C'est le seul groupe de télévision en France qui rend autant de programmes disponibles à l'étranger. Je le précise parce que c'est important. Un autre domaine vraiment très très important, puis symbole du raffinement à la française, William, c'est la gastronomie. Les chefs français sont hyper connectés, hyper présents. Ils sont très présents notamment sur Twitter. Ils vont parler de leur restaurant, ils vont parler de leurs plats. Le chef le plus suivi à l'international, c'est Alain Ducasse. Il est suivi de Yannick Aleno et de Joël Robuchon. Et puis pour terminer, un autre domaine, c'est l'architecture française, William. Je vous en parle parce que ce bâtiment que vous voyez là, Hôtel Sofitel Chicago Water Tower est un des monuments français les plus suivis sur Internet. C'est un architecte français qui est à l'origine et il fait partie des 150 bâtiments préférés des Américains. Ça alors ? C'est pour ça qu'il est très présent sur la toile. Il faut leur montrer les 149 autres parce que ça va leur plaire aussi, c'est pas mal. Celui d'Abu Dhabi qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas mal non plus. Bon, merci beaucoup Julia. À plus tard. Allez, on change de registre pour la suite du voyage. Tout de suite, cap sur Berlin pour une plongée dans l'art contemporain. Et vous allez voir que dans la capitale allemande, le street art, pour parler français, a pignon sur rue. Le street art français, bien sûr, l'art de la rue, si vous préférez. Voilà, bonjour Amaury. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous faire une petite piqûre de rappel. C'est quoi le street art ? On parle de la même chose ? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, le street art, c'est cela par exemple. Ça, c'est un très bon exemple. Je suis devant l'East Side Gallery. C'est la galerie d'art à ciel ouvert la plus grande du monde. C'est un vestige du mur de Berlin qui a été recouvert de fresques géantes, de graffitis, de pochoirs. Et c'est ça le street art. C'est un art qui s'exprime dans l'espace public, dans les rues, dans les espaces urbains. Et cet art-là, eh bien, c'est à Berlin qu'il s'est vraiment développé avant le mur, mais surtout après la chute du mur, parce que dans la ville, on trouvait quantité de friches industrielles, de bâtiments abandonnés où les street artistes pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Et parmi ces artistes, il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, beaucoup de Français, notamment Thierry Noir, à qui l'on doit ces figures géantes qui sont aujourd'hui des icônes de Berlin. Thierry Noir, c'est un street artiste français de renommée internationale et c'est avec lui que l'on va commencer cette plongée dans le street art français à Berlin. Regardez ce reportage réalisé par Maël Joulin avec Céline Dupeux. C'est l'une des œuvres les plus connues de la capitale allemande.
un monument du street art peint sur les restes du mur. Ces drôles de têtes sont l'œuvre d'un Français, Thierry Noir. Il est arrivé à Berlin au début des années 80 et a tout de suite été attiré par cette ville, alors coupée en deux. En peignant le mur, j'étais vraiment en danger parce que le mur était complètement à Berlin-Est. Et le fait de peindre sur le mur, donc c'était vraiment un truc interdit. Et il ne fallait pas trop se demander est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Mais vraiment peindre rapidement et disparaître de l'autre côté de la frontière. Peintes dans l'urgence et le danger, ces têtes vont devenir, après la chute du mur, un symbole de la liberté retrouvée et vont faire la notoriété de Thierry Noir. Il est aujourd'hui une figure du street art et enchaîne les commandes. Ce jour-là, il peint des réfrigérateurs au profit d'une association. Thierry Noir est un artiste installé, presque une institution. Maintenant, les nouvelles générations, ils me reconnaissent un peu comme le grand-père du street art. Voilà, celui qui a fait bouger la scène du graffiti pour l'établir d'une autre façon. Thierry Noir a ouvert la voie. De très nombreux Français viennent aujourd'hui à Berlin exprimer leur créativité. Un foisonnement artistique qu'Élodie Bélanger suit de très près. Elle est guide touristique spécialisée dans le street art. Sur ce mur-là, c'est tous les artistes du monde entier qui vont venir laisser leurs traces, leurs blazes sur les murs. Donc il y a des Français parmi eux? Et oui, il y a beaucoup de Français. Et ici, vous pouvez voir un Français qui est particulièrement connu, c'est C215, Christian Gemini, qui fait essentiellement du pochoir en fait. Là, vous pouvez voir un de ces pochoirs, c'est un portrait. Il y a d'autres Français dans la cour. Là, on trouve SP38. C'est un Français qui est arrivé à Berlin en 95, qui a commencé à vivre dans les squats du quartier et vraiment à profiter de l'influence de tous ces artistes qui ont profité des grands espaces libres qu'il y avait à Berlin. SP38, le voici, à la recherche d'un nouveau lieu d'expression. L'artiste français travaille ses graffitis chez lui, sur une feuille, avant de les coller un peu partout dans la ville. J'aime bien cette manière très rapide et très spontanée, quoi. Sa dernière œuvre, cette affiche « Achève-moi » qu'il placarde dans les lieux à l'abandon. C'est un peu c'est une sorte de réflexion, de question sur est-ce que tout doit disparaître ou pas, quoi. SP38 et les autres street artistes français sont aujourd'hui des valeurs sûres sur le marché de l'art contemporain, avec un style bien à eux. Le charme du street art français, c'est que ce ne sont pas des artistes qui vont essentiellement peindre de grands murs. Ce sont beaucoup de petites pièces, mais ce sont beaucoup de petites pièces qui sont bien pensées, qui racontent une histoire et qui ont un certain charme. Les artistes français ont participé à la renommée de Berlin, aujourd'hui capitale mondiale du street art, un musée à ciel ouvert, en perpétuel renouvellement. Maurice, ça veut dire que ces fameux artistes français sont cotés donc? Oui, ils sont bien cotés, ils sont même plutôt dans le haut de la fourchette sur le marché de l'art contemporain. Une reproduction d'une affiche numérotée de SP38 qu'on a vu dans le sujet, ça se vend aux alentours de 800 € par exemple. Et puis surtout, ce sont des artistes à fort potentiel, c'est-à-dire dont la cote devrait augmenter fortement dans les prochaines années, même si le marché de l'art contemporain est par définition assez difficile à prévoir, même si le street art aussi par définition s'accommode assez mal de cette notion de marché et de valeur. Il s'agit souvent d'œuvres gigantesques sur des pans de murs qu'il est bien évidemment très difficile à vendre. Ce sont des œuvres qui n'ont pas vraiment de valeur marchande mais qui ont une très forte valeur artistique. Et puis est-ce qu'ils sont connus uniquement à Berlin parce que c'est la capitale artistique du pays ou alors ils rayonnent quand même un peu partout dans le reste du pays? Il rayonne dans le reste du pays et surtout dans le monde entier. En fait, Berlin, pour ces street artistes français, a vraiment été un tremplin. C'est là qu'ils se sont fait connaître. La ville leur a offert des possibilités quasiment infinies d'exprimer leur art. Et grâce à Berlin, ils ont pu se faire une réputation. Puis les spécialistes de l'art contemporain savaient aussi que c'était à Berlin que les choses se passaient en matière de street art. C'est là qu'on pouvait vraiment faire de vraies découvertes. Aujourd'hui, Thierry Noir, par exemple, il expose à Londres, il expose aux États-Unis, SP38 aussi. Il parcourt le monde pour présenter ses œuvres. Berlin, ça reste leur ville de résidence, leur jardin d'expression artistique, mais ce sont aujourd'hui des artistes français de renommée internationale. Oui, bien sûr. Et puis en plus, à Paris, en fait, il n'y a pas autant de surface à leur offrir pour l'instant. Merci beaucoup, Amaury. Bon souvenir pour l'équipe de Télématin. Là où vous êtes très précisément, quand nous sommes arrivés à Berlin pour faire un direct et même pour enregistrer une autre émission, nous étions au même endroit. Et vraiment, c'était un souvenir que l'on n'oubliera pas. Merci beaucoup. Ouais, là, ouais. Merci, William. Au revoir, Amaury, à bientôt.
Retour dans l'Hexagone maintenant avec Thomas Hervé. On va s'intéresser à la place de la culture française à l'étranger. Bon, on est loin du temps où notre culture dominait le monde, notamment, quoi, 16, 17e siècle. On peut dire le grand siècle, le 17e siècle, bon. Celui de Louis XIV. Hein. Ouais, mais j'imagine qu'il y a eu des domaines où elle s'exporte plutôt bien, non? Eh bien, en fait, à l'époque, il faut le dire, on rayonne partout. C'est l'art dramatique, c'est la littérature, c'est l'architecture. Ouais. Nous sommes le phare, le rayonnement. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand siècle. Et figurez-vous, qu'on a encore, on l'a vu dans les sujets là, de tout à l'heure, avec ce qui se passe par exemple à Abu Dhabi, on a encore des domaines comme ça de prédilection pour la culture française qui s'exporte. Par exemple, l'architecture. Alors, c'est pas un hasard, parce qu'il y a une association qui s'appelle l'AFEX, c'est les architectes français à l'export, qui remet tous les 2 ans des prix, justement, pour récompenser. Alors là, le prix de 2016, eh bien, c'est le Musée national estonien qui a été fait par l'agence DGT. Ouais. Et alors ça, c'est particulier parce qu'il a été bâti sur une piste d'aéroport qui était avant à l'Union soviétique. Et comme évidemment l'Estonie veut dire, attendez, nous maintenant on est estoniens, donc on a... Le défi, c'était de bâtir quelque chose de spectaculaire sur cette piste d'aéroport. Et ce sont les Français qui ont gagné. Même chose en 2014. C'est l'agence française. C'est l'agence française. L'architecte qui est français? Les 3 architectes sont français, bien sûr. Et Christian de Panzampar, que vous connaissez parce qu'il a refait le Palais des Congrès de la Porte-Maillot, eh bien lui, en 2014, il avait gagné aussi ce prix pour, à Rio de Janeiro, la Cité des Arts. Donc on voit bien que c'est vraiment un domaine qui est très très vivant. Bon, d'autres choses ont perduré, je suppose, depuis la cour de Louis XIV? Eh bien, à la danse, figurez-vous, reste encore l'Opéra Garnier, le corps de ballet de l'Opéra de Paris. C'est une référence pour le monde entier dans la danse. Et ce qui est très curieux, c'est que Benjamin Millepied, qui lui a été formé dans les conservatoires nationaux, parce que c'est la force de notre pays d'avoir des petites écoles qui vont former des artistes qui vont aller s'exporter dans le monde entier. Lui, il est devenu danseur étoile au corps de ballet de New York. Et donc on a dit, tiens, Benjamin Millepied, c'est le français qui s'exporte. Et il est devenu tellement connu qu'il est devenu chorégraphe, et il y a 3 ans, il est revenu en France pour prendre la tête de l'Opéra de Garnier. Vous voyez, c'est un peu il n'est pas resté longtemps, mais bon... Alors, il n'est pas resté longtemps, c'est vrai. Et maintenant, d'ailleurs, il est occupé avec sa compagnie et sa compagne, qui est Nathalie Portman. Ça ne vous aura pas échappé. Alors, quand vous dites Nathalie Portman, je pense au film qu'il a révélé, c'est-à-dire Léon de Luc Besson. Et quand on pense à Luc Besson, peut-être que là aussi, c'est un produit, entre guillemets, qui s'exporte bien. Ah, mais c'est pas entre regardez guillemets là, qui la petite... Alors, regardez le pif qu'il a, elle a 12 ans. Hein. Quand il la caste, elle a 12 ans. Et quand on voit l'actrice qu'elle est devenue, la carrière qu'elle a faite, vous vous rendez compte, il ne s'est pas trompé. Et avec Jean Reno. Hein, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques, nous, Français, on a souvent tendance à s'auto-flageller en disant, oui, on n'est pas bon, on est machin, etc. Alors que lui, mais du 5e élément à Nikita, en passant par Lucie, c'est 400 millions de recettes à l'étranger. C'est-à-dire que ce sont des blockbusters, pour parler en bon français, ce sont des cartons dont certains Américains aimeraient bien pouvoir réaliser exactement la même chose. Et ça, c'est Luc Besson. Et on a de l'autre côté aussi, quelque chose qui est très fort, ce sont les documentaires. La Marche de l'Empereur, vous vous souvenez? Eh bien, 127 millions de dollars à l'export. Et donc là, on a aussi le même phénomène qui s'est passé avec Home, qui était Yann Arthus Bertrand, qui avait décidé de prendre son hélicoptère et de nous montrer comme ça l'état de la planète. Et ça, ce sont des documentaires qui se sont très très bien exportés. En réalité, quand je vous entends dire ça, je me dis, bon, ben voilà, la nouvelle vague française qui faisait rêver les plus grands réalisateurs, quand ils étaient chez eux, là-bas, à l'école, en Californie, c'est du passé, alors. Alors, la nouvelle vague est morte, vive la nouvelle vague, comme disait Louis XIV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle vague, elle n'est plus au cinéma, elle est dans la musique et elle s'appelle la French Touch. Et là, allez savoir pourquoi, il y a un engouement qui s'est produit autour des DJ français. Alors, le plus connu, bien sûr, c'est David Guetta. David Guetta, c'est 10 millions d'albums, c'est 35 millions de singles, et c'est surtout l'ouverture de l'Euro 2016. C'est-à-dire que, voilà, il est devenu la référence en matière de musique électronique. Et de l'autre côté, vous avez les Daft Punk avec leur casque, là, dont d'ailleurs certains ne savent pas qu'ils sont français, qui réalisent aux Grammy Awards. Ils raflent 5 Grammy Awards, mais les Grammy Awards, normalement, c'est réservé aux anglo-saxons. C'est la chasse gardée des anglo-saxons. Et là, vous avez les petits Frenchies qui aussi apportent leurs pattes et montrent qu'en fait, eh ben, voilà, on arrive à exporter la musique également. Alors, il y a un autre domaine, il me semble aussi, dans lequel on se débrouille bien, c'est le dessin, parce que les Frenchies, on les retrouve dans les studios en Californie aussi. Exactement. Par exemple, Moi Moche et Méchant et Moi Moche et Méchant 2, les Mignons, on ne le sait pas, mais ce sont des Français qui les ont décidés. Alors c'est un studio qui s'appelle McGuffline, donc qui n'est pas très un nom français, mais ce sont des petits Français qui les ont dessinés. Et attendez, ça marche aussi pour la BD.
on exporte énormément nos BD. Marjane Satrapi ou Johannes Farr. Marjane Satrapi, c'est Persépolis, plus de 2 millions d'exemplaires vendus à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et Johannes Farr, son chat du rabbin, eh bien, il a fait le tour de la planète. Donc, vous voyez, on a vraiment... Et ça, c'est grâce à nos écoles. Penningen, les Gobelins. On a de très, très bonnes écoles qui forment des graphistes qui sont connus dans le monde entier. D'accord. On a fait le tour à peu près, là? On a terminé. Juste quelque chose qui va peut-être surprendre nos téléspectateurs. C'est pas le cinéma ou c'est pas la chanson. Notre domaine dans lequel on exporte le plus, c'est l'édition. C'est très curieux, mais c'est l'édition. L'édition, c'est-à-dire la littérature. 1225 titres l'année dernière ont été traduits dans plus de 50 pays. Et il y a un phénomène qui est en train de se produire, qui s'est produit un peu comme avec les polars scandinaves. On est en train de découvrir les polars français. Donc Maxime Chatham, Olivier Truc, Fred Vargas sont en train de devenir des références internationales, comme ça s'est passé en Scandinavie il y a une dizaine d'années. Voilà. Merci beaucoup. Thomas, je vous en prie. Pour tout cela. Allez, pour la dernière escale du jour, direction New Delhi. Alors, quand on pense au patrimoine français, c'est pas forcément l'Inde qui vient à l'esprit, loin de là. Et pourtant, au cœur de cet énorme pays, il y a une ville qui a été pensée, qui a été conçue, réalisée par un célèbre architecte français, Nicolas. Alors, j'imagine que le style doit vraiment trancher avec le reste du pays. Comment s'appelle cette ville calquée sur le modèle français? Bonjour. Bonjour William. Alors cette ville, elle s'appelle Chandigarh. Elle se trouve à 250 km au nord de New Delhi, là où je me trouve. Et l'architecte français dont vous parliez, il est franco-suisse pour être précis. Il s'appelle Le Corbusier, vous l'avez deviné. Alors cette ville ne ressemble pas du tout aux images que vous pouvez vous faire de l'Inde, les embouteillages, les enchevêtrements, non. À Chandigarh, tout est rectiligne, les rues se croisent à angle droit, il y a même des pistes cyclables et des trottoirs. Cela ressemble en quelque sorte à une ville moyenne que l'on connaît chez nous en France. Alors pourquoi cet accident de l'histoire en quelque sorte? Eh bien tout remonte à 1950. L'Inde vient d'acquérir son indépendance et son Premier ministre, Nehru, veut une ville nouvelle pour son pays neuf et il envoie des émissaires à Paris. Ils vont venir frapper à la porte d'un architecte qui est déjà connu, il s'appelle Le Corbusier. Cela va prendre quelques semaines, quelques mois de négociation, et il va accepter de venir ici pour penser, imaginer cette ville. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez tout de suite les images. Dans ce reportage, il est signé Héloïse Layan et Émilie Gouveia-Vermelot. Il y a 60 ans, ce n'était que des champs de blé. Aujourd'hui, cet ensemble de béton est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Il est signé Le Corbusier. Nous sommes à 6000 km de la France. Chandigarh, au nord de l'Inde, est une ville unique au monde. À chaque cours, Sangeeta Bhagat, professeur d'urbanisme, s'émerveille de ce tour de force de l'architecture moderne. Le Capitole de Chandigarh est le projet urbain le plus complet de Le Corbusier. La ville est comme un laboratoire. Et pour ses apprentis architectes, un terrain de jeu à ciel ouvert. Qu'un tel architecte soit venu ici, voir ses bâtiments et ses proportions et apprendre autant de tout ça, c'est un sacré privilège pour moi. Chandigarh se distingue du chaos indien. Les rues sont à angle droit, le trafic fluide. C'est la première ville construite après l'indépendance du pays. À l'époque, elle se voulait le symbole de l'avenir, de la liberté retrouvée. Dominique Vague est le directeur de l'Alliance française locale. Il a voulu s'installer ici il y a 3 ans, passionné par la cité. Il nous fait visiter les anciens bureaux de l'architecte français et de ses assistants. Donc vous vous trouvez ici dans la salle de réunion des architectes qui avait été aménagée pour des réunions régulières. Et aujourd'hui, elle nous présente un certain nombre de documents assez émouvants. Beaucoup de photos. Ici, une discussion entre Nehru, le Premier ministre indien, et Le Corbusier. Des centaines de lettres aussi. C'est essentiellement depuis la France que l'architecte dessine ses plans, rature, crée une ville de toutes pièces. La fascination, c'est le fait d'avoir une ville construite ex nihilo qui est habitée par des gens qu'on va faire venir, parce que personne n'était né à Chandigarh, bien entendu, à ce moment-là, et puis qui va ensuite continuer à se développer et à grandir, et qui est aujourd'hui, je dirais, vraiment plébiscité et aimé par ses habitants. En 60 ans,
la ville a attiré plus d'1 million d'habitants. Dugal Karambir est l'un d'entre eux. Il nous fait visiter son quartier. Chandigarh est divisé en 56 secteurs, des arrondissements en quelque sorte. Voici la partie résidentielle du secteur 21. Chaque secteur a été conçu dans le but d'être autonome. Le Corbusier les a pensés comme des unités propres. Par exemple, aucun enfant n'a marché trop longtemps pour aller à l'école, et si vous avez besoin d'un hôpital ou d'une pharmacie, vous le trouverez tout proche. En bout de ville, un lac artificiel. Le Corbusier a attribué une importance première aux espaces verts. La vie est paisible. Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'à Chandigarh, à cause de la manière dont elle est construite, à cause de ses parcs, parce que je suis une personne qui aime être près de la nature. L'utopie a plutôt bien fonctionné en général. Même si le béton a vieilli, Chandigarh reste pour les Indiens la ville la plus moderne du pays. Voilà, vous venez de découvrir une ville comme il n'en existe pas en France. En France, il y a des bâtiments, à la limite un quartier et encore. Et puis là-bas, vous avez vu. Bon, alors, si on fait le bilan, 70 ans après, est-ce qu'on peut dire que la ville a été bien conçue, elle a bien vieilli, Après tout, il avait pensé à tout, on vient de le voir, le Corbusier, à la pharmacie, l'hôpital, l'école à proximité, hein. Oui, tout à fait, William. Il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien. Il faut dire que Le Corbusier avait fait plus de 20 séjours à Chandigarh pour bien comprendre toute la complexité du pays. Mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Tout d'abord, la ville a été victime de son succès. Elle était prévue pour 500 000 habitants. Il y en a aujourd'hui plus d'1 million. Il n'y a donc pas assez de place. Le Corbusier voulait uniquement des immeubles de 2 étages. Eh bien, aujourd'hui, il faut construire des tours. Et cela dénature un petit peu le projet initial, bien sûr. Deuxième chose auquel Le Corbusier n'avait pas pensé, c'est la chaleur. Il fait ici parfois 45-50 degrés et lui voulait que les habitants puissent déambuler sur des avenues piétonnes, se déplacer à pied d'un point à l'autre, mais il fait trop chaud et les Indiens aujourd'hui préfèrent utiliser la voiture climatisée. Voilà 2 points qui dénaturent le projet initial de l'architecte français. Mais là, c'est pas de sa faute. Alors, à part cette ville, y a-t-il d'autres traces du patrimoine français en Inde, Nicolas ? Alors oui, la réponse est oui, mais ce n'est pas récent. Il faut remonter à Louis XIV. Encore lui, le roi Soleil avait nommé son fidèle ministre des Finances pour installer ici des comptoirs commerciaux, principalement pour le commerce du coton. La France avait 5 comptoirs ici en Inde, dont le plus célèbre est Pondichéry, sur la côte est du pays. Alors c'est assez marrant, si vous y allez aujourd'hui, ce qu'on a fait régulièrement, le patrimoine français qui va vous sauter aux yeux en premier, c'est la pétanque. Eh bien oui, je ne rigole pas. Aujourd'hui encore, les Indiens jouent à la pétanque à Pondichéry. C'est bien sûr hérité du temps des comptoirs ils doivent importer des boules de pétanque de France. Oui. Eh oui, tout à fait. Alors, les noms des rues aussi continuent à être françaises. Il y a bien sûr la rue Alexandre Dumas, la rue Saint-Louis et les quartiers où habitaient les Français du temps des comptoirs continuent à s'appeler aujourd'hui la Ville Blanche. Voilà, William. Merci beaucoup, tout cela est complet. Merci Nicolas, à bientôt. Madame, Monsieur, fin de la visite. Et merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place de la culture française à travers le monde et nos 4 témoignages la semaine prochaine. Un thème très différent à l'occasion de la sortie du film Radin. Avec Danny Boone, on s'intéressera au radin, oui, au roi de la débrouille si vous préférez. Mais alors, au-delà de nos frontières, qui sont les harpagons du 21e siècle je sais pas, nos voisins proches ou lointains ont-ils des oursins dans la poche, comme certains? Si oui, quelles sont les astuces pour dépenser moins? L'heure est aux économies, ça vous le savez, à chaque pays ses bons plans. Et vous allez être surpris. Télématin, c'est fini, en tout cas pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi. En attendant, n'oubliez pas, les journées du patrimoine, c'est tout le week-end. Voilà.